y répondre, bien entendu. Voilà, donc la conférence de presse est désormais enregistrée. Je laisse la parole au sénateur Daudigny pour introduire cette conférence. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'être présents à cette conférence de presse en ligne portant sur le besoin de lever les freins au développement de la dialyse à domicile, un traitement représentant un enjeu à la fois sanitaire, financier et humain. Je remercie pour commencer la Société francophone de néphrologie, dialyse, transplantation, SFNDT, qui est à l'initiative de cette conférence de presse, ainsi que la Société Baxter, qui a apporté le soutien institutionnel pour l'organisation de cette dernière. Pourquoi cette conférence de presse? L'insuffisance rénale chronique terminale, IRCT, concerne aujourd'hui près de 90 000 personnes en France, chiffre en constante augmentation. Cette condition nécessite une transplantation rénale ou la mise en place d'un traitement de suppléance, soit hémodialyse ou dialyse péritonéale. Ce traitement de suppléance peut se faire en centre spécialisé ou à domicile. De plus, cette pathologie est considérée comme la plus onéreuse de France. Or, la dialyse à domicile permet d'économiser des coûts directs et indirects importants de prise en charge. Son développement est souhaité tant par le ministère de la Santé et des Solidarités que par la Cour des comptes, que par la Haute Autorité de la Santé. Pourtant, aujourd'hui, seulement 7% des patients atteints d'IRCT sont pris en charge à domicile, soit 2 fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Ainsi, le développement de la dialyse à domicile souffre encore de freins majeurs qui vont être analysés par nos orateurs. Des solutions existent pourtant pour déployer ce traitement, comme par exemple la création d'un forfait de pré-suppléance annoncé par le gouvernement en 2019 comme constituant une première étape bienvenue vers la mise en place d'une rémunération forfaitaire de la dialyse. Alors, pour aborder ces questions, le professeur Maryvonne Ourmand, présidente de la SFNDT, chef de service émérite de néphrologie immunologie clinique au CHU de Nantes, ainsi que le professeur Thierry Lobédez, néphrologue au CHU de Nantes, les professeurs Luc Frima, vice-président de la SFNDT, et François Vortovsnik, vice-président en charge de la dialyse, seront également disponibles pour répondre à vos questions. Vous aurez l'occasion d'intervenir et de poser des questions au cours de l'événement si vous le souhaitez, en formulant, comme cela a déjà été dit, par chat sur la messagerie Zoom. Je vous souhaite donc à toutes et tous une excellente conférence. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Comme vous l'avez indiqué, on va désormais donner la parole au professeur Maryvonne Ourmand, qui est professeur de néphrologie, chef de service de néphrologie immunologie clinique au CHU de Nantes, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et spécialiste de la transplantation et présidente de la SFNDT, qui a été par le passé également présidente du conseil médical et scientifique de l'agence de biomédecine. Voilà, nous vous écoutons, professeur. Merci et bonjour à tous. Merci sénateur Daudigny pour cette introduction. Donc, je vais vous présenter rapidement la Société de néphrologie francophone de néphrologie, dialyse et transplantation. C'est une société qui a été créée en 2015 et qui est le résultat de la fusion de deux structures qui avaient les mêmes objectifs. La Société française de néphrologie, elle-même née dans les années 60, et la Société francophone de dialyse qui était de création plus récente. Et puis à l'occasion, on a ajouté le T à la fin de notre nom pour la transplantation, puisque même s'il existe une société française de transplantation, nous sommes très impliqués dans cette activité. Donc la SFNDT compte, suivant les années, 1000 à 1200 adhérents. Notre spécialité est une petite spécialité par le nombre, par exemple par rapport à la cardiologie, la diabétologie. Et ces 1000 personnes, 1200 personnes représentent l'immense majorité des néphrologues français. Nous avons aussi des adhérents
francophones, soit européens venant de Belgique, de Suisse ou du Luxembourg. Nous avons des adhérents canadiens et des adhérents du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, du Liban. Et très récemment, nous avons eu des adhésions, quelques adhésions du Cambodge. Donc la mission de la SFNDT, c'est de soutenir le développement de la néphrologie dans tous ces domaines, la néphrologie clinique, la dialyse, la transplantation, et aussi dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire le soin, la recherche clinique, la recherche fondamentale, l'épidémiologie. Nous sommes aussi très impliqués dans la formation de nos jeunes néphrologues et chaque année, je trouve important de préciser que nous donnons 600 000 à 700 000 euros de bourse, soit pour des masters, pour permettre à nos internes de faire un master ou de faire une thèse de sciences. Et nous aidons aussi les jeunes chercheurs qui démarrent une équipe de recherche. Donc, forte de ces 50 années d'exercice dans le domaine de la néphrologie, de la dialyse et de la greffe, notre société a pour but d'être l'interlocuteur privilégié des autorités de santé, comme nous l'avons fait par exemple très récemment dans les discussions sur le forfait de la maladie rénale chronique. Nous sommes aussi l'interlocuteur des néphrologues francophones, des professionnels de santé qui gravitent autour de la maladie rénale et des associations de patients. Donc, dans le cadre de nos actions autour de l'amélioration du traitement des maladies rénales chroniques, notre société a souhaité avoir une réflexion approfondie sur la prise en charge de cette maladie qui coûte, comme le sénateur Daudigny l'a dit, qui coûte extrêmement cher. Et parmi les points qui nous sont parus importants à travailler, il y a le développement de la dialyse à domicile. Donc, il s'est créé un groupe de travail, un comité de rédaction autour de Thierry Lobédès, qui est notre référent en ce qui concerne la dialyse péritonéale et la dialyse à domicile. Le groupe de travail était constitué de néphrologues qui travaillaient soit en milieu public hospitalier, soit en milieu libéral, soit en milieu associatif, et se sont joints aussi au groupe des représentants des associations de patients. Donc, ce groupe a produit en avril 2019 un document, un livre blanc de 70 pages qui est intitulé « Ma maladie rénale chronique 2022, 10 propositions pour développer la dialyse à domicile ». Et ce livre tend à répondre aux mesures du plan gouvernemental Ma Santé 2022 qui concerne le financement au forfait de l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc, le document fait d'abord un état des lieux de la maladie rénale chronique et de son traitement, et donc aborde largement la dialyse à domicile. Comme vient de le dire le sénateur Daudigny, le livre a pointé le fait que la situation française est très différente de celle d'autres pays de l'OCDE et que la Norvège, la Suède, la Finlande ou l'Angleterre, par exemple, présentent une proportion plus élevée, 2 fois plus élevée, de patients pris en charge à domicile par rapport à la France. Donc, ce retard a été aussi pointé par plusieurs autorités de santé, dont la HAS par exemple, et qui nous ont demandé de trouver des solutions pour le rattraper, mais c'est aussi de toute façon un constat de notre société qui veut combler ce retard. Et donc, ceci est à l'origine de ce livre blanc qui doit faire le point sur la situation et essaie de proposer des solutions. Donc la SFNDT a pu réaliser ce travail important et qui a aussi été rapidement mené grâce au soutien de l'entreprise Baxter. Cette dernière a néanmoins tenu, comme nous d'ailleurs, à l'indépendance intellectuelle du livre blanc et elle continue de nous soutenir institutionnellement avec toujours un respect absolu de notre indépendance. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Augment, pour cette présentation du livre blanc qui est effectivement le document et le travail que nous cherchons aujourd'hui à valoriser et surtout à concrétiser. Et c'est l'objet de cette conférence aujourd'hui, c'est aussi de présenter, aussi et surtout de présenter les pistes qui sont évoquées dans ce livre blanc pour pouvoir améliorer la situation, pour pouvoir permettre de favoriser l'accès et d'optimiser les performances de la dialyse.
Donc, je vais laisser la parole au professeur Thierry Lobédès, qui est membre de la SFNDT, qui a coordonné ce travail de rédaction du livre blanc, qui est néphrologue au CHU de Caen, et qui va nous présenter plus en détail les propositions de la SFNDT qui sont développées dans ce livre blanc. Bon, merci de me donner la parole. Alors, je vais tout de suite lever tous les doutes. Pour nous, il n'y a pas de meilleur traitement de l'insuffisance rénale chronique au stade terminal que la transplantation. Mais malheureusement, il y a des patients qui soit ne peuvent pas être greffés pour raison médicale, soit doivent attendre en dialyse. Et c'est là que la dialyse à domicile peut être intéressant pour un certain nombre de sujets qui sont atteints de cette maladie. Alors, la production de ce livre blanc, elle nous a permis d'identifier 3 grandes catégories de freins au développement de la dialyse à domicile. Tout d'abord, un manque de formation et de sensibilisation des soignants à cette méthode de traitement. D'autre part, un déficit d'information, de décision partagée et de formation des patients vis-à-vis de la dialyse à domicile. Et enfin, une tarification et un mode de financement qui nous semble inadapté, ou tout du moins qui doit être aménagé pour stimuler l'utilisation de cette modalité thérapeutique. Alors, pour résumer, c'est très difficile de résumer les 10 propositions, mais pour résumer les points principaux, pour ce qui est de la formation des soignants, il y a pour nous une nécessité d'avoir des équipes infirmières qui sont formées, qui sont dédiées à l'information, à la décision partagée, à la formation des patients et à leur installation à domicile. Il faut, pour ces équipes, pouvoir utiliser les nouveaux dispositifs des métiers infirmiers, coordinatrices, infirmières de pratique avancée et aussi un protocole de délégation. Et, élément important, il nous semble fondamental que chaque centre hospitalier qui s'occupe de maladies rénales chroniques au stade terminal ait l'obligation d'avoir une cellule constituée d'infirmières dont le rôle est de rendre des patients autonomes au maximum et, si possible, de les installer à leur domicile. Et pour nous, cette cellule de formation, d'information, de décision partagée, d'installation à domicile, elle doit être sanctuarisée dans tous les centres hospitaliers qui traitent les patients par dialyse. Le deuxième point, c'est l'information des patients. Alors, il nous semble très nécessaire de garantir à tout patient un accès à la formation, mais pas que l'information, à la décision partagée et à la formation à la dialyse autonome. Et il faut aussi pouvoir mesurer la qualité des programmes de formation et d'information, non pas avec des indicateurs de process, ce qui est fait habituellement, mais avec des indicateurs de résultats. Et je crois qu'on peut même imaginer un système de paiement à la performance qui valoriserait les centres vertueux et qui permettrait de redéployer des moyens vers l'utilisation des traitements optimaux, dialyse à domicile et transplantation rénale sans être obligé d'être traité par dialyse. Pour ce qui est des systèmes de financement, à notre sens, le système actuel ne permet pas la collaboration optimale entre les établissements de santé. Et puis, il permet difficilement l'intervention des équipes, notamment en dehors de leur établissement, et la création d'équipes mobiles qui puissent accompagner le patient jusqu'à son domicile. Il n'y a en réalité aucune mesure incitative pour le traitement à domicile. Et d'ailleurs, l'équilibre financier de certains établissements repose finalement sur l'activité hospitalière et pourrait être menacé dans certains cas par le développement du domicile. Donc, il faut vraiment changer de paradigme. Et il nous apparaît qu'une tarification à l'acte n'est pas vraiment adaptée au monde moderne et la façon de prendre en charge des patients dans le cadre d'un parcours global. Je dois dire qu'on a été très satisfait de l'apparition du forfait maladie rénale chronique qui change la façon de prendre en charge les individus qui sont atteints de cette maladie. Et je pense que ça va évoluer
comme ça pour d'autres modalités thérapeutiques. Ce qui est très important, c'est que dans ce forfait, le contenu du forfait, il faut déterminer ce qui est le plus performant pour traiter comme il faut les patients et pour que les patients puissent arriver à leur domicile dans de bonnes conditions de santé. Voilà, donc toutes ces propositions que je ne vais pas détailler là parce que c'est trop long, elles vont faire l'objet d'une campagne parlementaire et politique. Ceci pour aboutir à des choses dans le cadre du PLFSS 2021. Notre idée, c'est aussi de faire une table ronde permettant de sensibiliser un petit peu tout le monde sur cette problématique et de s'exprimer au travers d'un manifeste que nous espérons voir soutenu par les parlementaires. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant après ce petit résumé de la situation pour la dialyse à domicile en France. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Lebedez. C'était effectivement une introduction très, très riche. Nous avons également avec nous les professeurs Frima et Vertovsnik, qui sont tous les deux vice-présidents de la SFNDT également, et qui vont peut-être répondre à des questions, notamment sur les enjeux économiques de la dialyse à domicile, sur les enjeux sanitaires, l'impact en termes de qualité de vie pour les patients. Donc, peut-être une question pour démarrer, puisque le professeur Lebedez, vous nous avez parlé des freins, des obstacles. Aujourd'hui, que manque-t-il pour développer la dialyse à domicile? Alors, je m'adresse du coup aux professeurs Frima et Vertovsnik qui nous ont rejoints et qui peuvent nous en dire plus aussi de leur point de vue sur le développement de la dialyse à domicile. Oui. Si je prends la parole, je pense que beaucoup de choses ont été dites par le professeur Lebedez. Il y a une nécessité de formation des soignants dont on doit s'assurer qu'elle présente de façon large et significative l'intérêt de la dialyse à domicile dans sa dimension notamment de qualité de vie et de diminution des transports pour les patients. Il y a aussi la nécessité d'avoir des indicateurs de résultats. Aujourd'hui, il faut que la dialyse à domicile se soit quantifiée du point de vue du nombre de patients qui sont installés de cette façon à leur domicile, avec des dimensions de paiement à la performance qui peuvent enclencher des cercles vertueux. Très bien, merci beaucoup. Professeur Vertovsnik, vous voulez peut-être aussi vous exprimer sur le sujet? Attention, votre micro est désactivé. Oui, c'est bon. Oui, merci de me donner la parole. Oui, je voudrais compléter ce qui a été dit sur l'option, le choix de la technique de dialyse à domicile. Il faut que ce soit un choix proposé aux patients et en prenant en compte les orientations médicales qui peuvent exister. Mais je voudrais rappeler ici qu'il peut y avoir des contre-indications médicales au recours à la dialyse à domicile, notamment la dialyse péritonéale, mais que celles-ci, elles sont finalement assez rares. Elles ont été revues par des panels d'experts il y a des années et finalement, sur le papier, on considère que pour des raisons médicales, la majorité des patients pourraient bien souvent, en tout cas beaucoup plus de patients, pourraient être traités en dialyse à domicile. Donc, c'est une situation qu'il faut probablement dédramatiser auprès des patients qui parfois ont conscience, ont l'impression que se traiter à domicile nécessite d'avoir un hôpital à la maison. On fait venir la maladie à la maison, ça c'est vrai, ça peut être une raison pour laquelle les patients sont réticents à ce choix, mais du point de vue médical, on n'a bien souvent pas de raison de les empêcher de choisir cette technique. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Effectivement. Alors, puisqu'on parle des patients, je vois qu'il y a déjà
quelques questions dans le chat. Donc, il y a une première question qui porte sur la formation des couples, dont l'aidant, pour accompagner le patient, et cette formation aurait cessé. Voilà, est-ce que c'est une question à laquelle vous pouvez répondre? Alors, je vais peut-être répondre. En fait, la formation des aidants n'a pas cessé, c'est la façon de former. Bon, c'est une question un peu technique, hein. On essaye de moins faire reposer sur l'aidant la responsabilité du traitement. Et on essaye d'abord de former la personne atteinte de la maladie, l'aidant en devant rester un aidant et non pas en charge de la prise en charge de son conjoint. Mais si l'aidant et la personne malade veulent fonctionner différemment, il n'y a absolument aucun problème. Très bien. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a également fait un commentaire dans le chat sur les autorisations de centres lourds données par les ARS qui font qui constituent un obstacle au développement de la dialyse à domicile. Est-ce que vous avez des réflexions à ce sujet? Peut-être que personne ne veut s'aventurer dessus. Je veux bien répondre. Je pense que les ARS, elles ont un plan de développement des structures de dialyse qui est fini, hein. On ne donne pas des autorisations de centres lourds de façon rapide et non raisonnée. Les ARS comment dire, font en sorte d'essayer de coordonner les soins. Donc, je ne pense pas que ce soit un véritable frein, ou c'est en tout cas pas un levier pour essayer de diminuer les centres lourds, n'est pas un levier pour augmenter la dialyse à domicile. Vous avez souligné qu'il fallait tenir compte je ne sais plus qui a souligné qu'il fallait tenir compte du profil des patients. Moi, je suis dans la région Grand Est, qui est la région la plus affectée par l'insuffisance rénale chronique terminale. Cela touche des personnes qui ont plus de 70 ans, qui sont très souvent diabétiques, obèses, avec d'autres pathologies associées. Et donc, il faut vraiment être convaincu que les soignants font du mieux possible pour installer le patient là où il peut être. Oui, je rajouterais simplement qu'on a besoin des centres lourds pour traiter les patients qui ne peuvent pas être traités à leur domicile. Simplement, il faut s'assurer que les centres lourds ont mis tout en place pour que le traitement au domicile soit possible pour les patients qui le désirent et qui le peuvent. Et c'est un petit peu là où peut-être le bât blesse, c'est que il faut rendre, entre guillemets, obligatoire cette petite cellule, enfin, la cellule formation à domicile, et s'assurer que les résultats sont là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants, ou est-ce que M. Daudigny, vous souhaitez également poser des questions peut-être à la SFNDT sur les mesures à traduire au niveau législatif et politique dans les prochains mois? Oui, je crois bien comprendre que le problème de la tarification, il y a deux problèmes qui me paraissent importants. Le problème de la tarification qui a été évoqué et qui actuellement met la dialyse à domicile en situation d'infériorité par rapport aux autres propositions formulées. Ça, c'est... Alors, le deuxième sujet, si le patient est bien informé, il semblerait que dans la majorité des cas, c'est moins contraignant pour lui à domicile que de se rendre régulièrement dans un centre lourd. Pourquoi les patients ne font pas ce choix? Je pense qu'il y a un problème de qualité d'information. Il n'y a
aucun système finalement de contrôle de la qualité d'information, puisque la plupart des études ont montré qu'effectivement, un nombre tout à fait significatif de patients recevant une information de qualité s'oriente vers le domicile. Donc finalement, j'ai envie de dire, si dans un groupe de centres, la proportion de patients traités à domicile est faible, c'est que le programme de formation, de décision partagée n'est pas de bonne qualité et qu'il faut retravailler ce programme. Et c'est là où je pense que le paiement à la performance, les indicateurs de résultats ont toute leur place. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Je crois que nous avons des représentants de l'association France Rhin, donc peut-être qu'ils sont bien placés pour répondre à cette question également. Je vois notamment un commentaire d'une personne de France Rhin qui indique que les personnes ont souvent peur de se retrouver seules à leur domicile et face à leur maladie. Et on entend aussi parfois la peur de ramener la maladie à la maison. Donc peut-être que c'est là un élément de réponse. Je vois que nous avons une journaliste qui souhaite poser une question. Je vous donne la parole. Voilà, j'ai réactivé votre micro, madame. Vous pouvez poser votre question. Bonjour, Loli Dokwang de... On ne vous entend pas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà, j'ai des problèmes. Je vous disais effectivement que j'avais des problèmes de micro et de son aussi, donc je n'ai pas pu tout entendre. Ah, d'accord. Ouais, donc j'ai posé des questions peut-être où il y a déjà eu des réponses, je m'en excuse par avance. Est-ce qu'il y a eu des études en France, donc bien en France, qui indiquent quelles sont effectivement les raisons pour lesquelles les patients ne choisiraient pas la dialyse à domicile? Et puis par ailleurs, est-ce qu'il y a des données aussi françaises qui indiquent quelle serait la part des patients éligibles? Alors, des études sur les freins exprimés par les patients, c'est ça? Français? Oui. Je pense qu'il y a une étude marseillaise, mais de toute façon, ça rejoint un peu les données qui sont observées dans les pays anglo-saxons. Les inquiétudes des patients, c'est l'inquiétude vis-à-vis d'un événement grave qui pourrait survenir au domicile. Et puis, la peur finalement de ne plus être suffisamment en lien avec le centre qui a permis son installation à domicile. Et ça rejoint un peu la question de Madame Lamarche sur la peur de s'installer à domicile parce que voilà, on se retrouve tout seul. Je crois que c'est là que la possibilité d'avoir des équipes mobiles qui installent les gens à leur domicile, donc qui les mettent en confiance, la capacité à maintenir un lien très fort avec le centre, permet de gommer cette inquiétude. Alors bien sûr, on n'est jamais, quand on subit un traitement comme ça, on ne peut jamais être tout à fait serein, qu'il soit fait à l'hôpital ou à domicile. Mais je crois que dans la situation actuelle, avec les nouvelles machines de dialyse, la sécurité à domicile, elle est la même qu'à l'hôpital pour un sujet qui n'a pas de gros problèmes de santé. Donc c'est tout à fait possible. Concernant le pourcentage de patients éligibles, là, les données françaises sont équivalentes aux données anglo-saxonnes. C'est approximativement 30 à 40% des patients qui sont éligibles au domicile. Le problème, c'est 30% éligibles ou 30% qui expriment le souhait d'être à domicile se transforment finalement entre 10 et 5%. Donc, c'est sur cette marge qu'il faut qu'on travaille pour améliorer l'accès des patients au traitement chez eux. Alors, excusez-moi, oui, parce que vous disiez qui expriment le souhait, mais quand on dit éligible, moi j'entendais qu'ils n'ont pas de contre-indication. Alors, c'est les deux, hein, en fait. Il y a très, très peu de contre-indications au traitement à domicile dans la réalité. Et finalement, qui est beaucoup exprimé, la plupart des études portent sur la volonté des patients. Et je crois que c'est le plus important. C'est
c'est la volonté d'être traité à domicile. Et certains patients peuvent assumer le risque. Je crois que la vie est faite de risques. Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais la vie est faite de risques. Finalement, après une information claire, certaines personnes assument le risque et c'est leur façon de vivre. Donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, hein, mais je crois qu'il faut donner la possibilité aux gens de vivre leur vie correctement en dialyse. D'accord, merci. Merci. Alors, je vois une autre question. Pensez-vous que le digital puisse contribuer à rassurer les patients? On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Est-ce que c'est un élément qui peut faire aussi avancer la diffusion de la dialyse à domicile et rassurer les patients? Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, malheureusement, à cause de la crise sanitaire récente, mais il faut reconnaître que c'est quand même un moyen de maintenir un lien entre le centre, qui est le centre de repli en fait en cas de problème, hein, et le domicile. Certains patients ont besoin d'un lien audio, ils n'ont pas besoin d'image. D'autres ont besoin d'un lien audio et image. D'autres ont besoin d'envoyer des données parce qu'ils aiment bien qu'on regarde leurs données, ou on a besoin de voir leurs données, on a besoin de pouvoir intervenir à distance. Avec les nouveaux outils, c'est tout à fait possible. C'est certainement un moyen de sécuriser les gens qui sont installés à domicile et de mieux les traiter, en fait. Oui. Alors, tout le monde ne souhaite pas bénéficier de ce traitement. Tous les patients ne souhaitent pas, tous les patients ne peuvent pas. Mais c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Merci. Je vois aussi un commentaire sur le fait que seule la dialyse à domicile présente un vrai gain d'autonomie, y compris vis-à-vis du temps. Quel impact voit-on sur la vie quotidienne des patients, que ce soit la vie professionnelle ou le maintien dans la vie sociale? Luc, tu veux répondre peut-être? Oui, bah, le patient qui est à domicile, il a donc, il évite le transport, le temps de transport. Il y a aussi, avec la dialyse péritonéale, possibilité de faire les séances de dialyse pendant la nuit et donc d'être totalement libre dans la journée, ce qui permet d'avoir une vie professionnelle quasiment normale. Bien sûr, il y a la lourdeur du traitement. Le système de dialyse péritonéale pour les patients jeunes est une bonne transition vers la transplantation. Le temps d'être appelé pour la transplantation, un an et demi, c'est quelque chose qui est effectivement recommandé pour les patients jeunes en attente de transplantation. Je rajouterais simplement qu'un des éléments très importants, c'est effectivement, on parle de gain d'autonomie. Le gain d'autonomie, c'est perçu comme une diminution de la sensation de fardeau par les patients. Parce que finalement, quand on vient se traiter à l'hôpital, on dépend de tout le monde. Et notre place en tant qu'intervenant, quand on est malade, est assez faible, assez limitée. Et le fait de pouvoir reprendre en main son traitement, c'est vraiment associé à une diminution de fardeau. Ça s'était montré dans plusieurs études. Je pose également une question qui a été posée dans le chat sur les gains, on va dire les avantages cliniques de la dialyse à domicile, et surtout la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a des échecs dans le traitement à domicile? Il y a des échecs. Il y a des gens qui commencent le traitement à domicile et puis qui reviennent à l'hôpital, soit parce qu'il y a une complication médicale, soit parce que le traitement à domicile, finalement, ne leur convient pas. Et j'ai envie de dire que si ça ne leur convient pas et qu'ils préfèrent revenir à l'hôpital, ça n'est pas grave. Et le tout, c'est de considérer que tous les traitements sont complémentaires et qu'on va passer d'un traitement à l'autre en fonction de la période de sa vie et puis de ses desiderata, ses attentes. Et à partir du moment où on va vraiment considérer que tout est intégré, tous ces traitements sont intégrés, et on ne parlera plus d'échec, hein, on parlera de changement de traitement. Et je crois qu'il faut, si on a toute la palette des traitements disponibles pour nous,
eh on ne va plus parler d'échec, on va parler de changement de traitement, changement de modalité de traitement qui sera aussi choisi par le patient. Oui, c'est vrai que le changement de phraser et d'avoir une formulation plus positive peut permettre aussi comment dire, d'accroître la confiance. Alors, il y avait quelques commentaires dans le chat également sur une comparaison avec d'autres pays, et notamment avec la Belgique, où tous les malades passent par un centre d'information et de formation. Est-ce que c'est une initiative qu'on pourrait répliquer en France? Est-ce que ça a déjà été envisagé? Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait dans tous les centres belges. Il y a certains centres belges qui le font. C'est vrai que ça nous semble un très bon dispositif. Il y a aussi des expériences au Canada, je crois, où on appelle ces centres des centres de transition, en partant du principe que, quelle que soit la catégorie de dialyse, le lieu où va être fait, il faut essayer d'être autonome au maximum parce que ça améliore la qualité de vie. Et même un patient qui est traité à l'hôpital, il peut faire certaines choses et participer à son traitement, ça va diminuer pour lui la sensation de fardeau. Donc oui, ces unités de transition seront, si elles peuvent voir le jour en France, ça sera un réel progrès. C'est aussi pour ça qu'il faut changer, modifier le mode de rémunération et ne plus payer à la séance. Je pense que ça a plus lieu d'être en 2020 ou en 2021 peut-être. Justement, il y a une question là-dessus, notamment sur le forfait qui a été mis en place et que vous avez mentionné, qui a été mis en place, qui a été acté, mais pas vraiment mis en place. Voilà, la question qui est posée, c'est qu'advient-il de ce forfait? Où en est-on de sa concrétisation et quelles sont les prochaines étapes? Peut-être, si je reformule la question de Madame Dokang, il s'est passé quoi avec le forfait? Alors, au niveau de la dialyse, il n'y a pas eu de changement majeur, c'est en cours de discussion. Par contre, il y a eu quand même un événement important, c'est le forfait maladie rénale chronique stade 4 et 5, qui est vraiment une impulsion très forte pour mettre en place des moyens en amont de la dialyse. Et donc, justement, dans cette période de préparation de la suppléance, offrir aux patients les informations qui sont nécessaires à son choix, faire en sorte que la dialyse à domicile soit présentée objectivement et que le patient ait envie de choisir la dialyse à domicile, faire aussi des efforts pour simultanément inscrire les patients sur liste de transplantation de façon anticipée, préemptive, comme nous disons, avant la dialyse. Donc, il y a la profession, les néphrologues ont vraiment adhéré à ce principe du forfait MRC qui est déjà un bouleversement important. On n'est pas l'œil rivé sur la dialyse, on prend en charge le patient plus tôt, plus globalement, et on peut ralentir la progression de l'insuffisance rénale et orienter le patient vers des choix vertueux de dialyse à domicile, de transplantation très précocement. Ce n'est pas tout à fait l'issue du livre blanc, parce que le livre blanc, il est surtout une réflexion qui inscrit des orientations fortes qui nous permettent de voir ce qu'il faut faire. Mais finalement, ce forfait MRC est très proche de cette perspective. Très bien. Il y avait également un commentaire sur, à nouveau, l'information des patients, puisque c'est un sujet qui paraît structurant. Pour l'information des patients, il serait souhaitable qu'il y ait une intervention conjointe, personnel soignant et patient connaissant ou ayant vécu la dialyse à domicile. Que pensez-vous de cette J'adhère parfaitement à cette idée qui est parfois utilisée dans certains cas. En fait, il faut vraiment s'adapter à la personne soignée. Certains patients vont dire « je veux rencontrer », d'autres vont dire « non, je préfère choisir
en mon âme et conscience, mais effectivement, avoir des personnes ressources qui ont vécu ce traitement, qui le vivent encore, pour certains patients, c'est vraiment extrêmement intéressant pour une prise de décision. Et on attend beaucoup des associations de patients pour nous aider, des formations aux patients experts, aux patients ambassadeurs, pour progresser dans ce domaine. Oui. Je voudrais ajouter un point pour, je ne sais pas si vous m'entendez, pour revenir sur peut-être un des motifs pour lesquels on n'a pas plus aussi de patients qui choisissent la dialyse à domicile. Ça tient aussi au fait que beaucoup de patients commencent la dialyse en urgence. 30% des patients débutent la dialyse en urgence, suivis ou non suivis. Et il est clair que ces patients qui commencent la dialyse en urgence ont du mal à choisir ensuite une technique de domicile et la majorité d'entre eux commencent en centre et resteront en centre. Et je pense que c'est justement un des intérêts du forfait que d'inciter à un suivi un peu plus global, un peu plus holistique des patients et de les préparer à cette phase d'initiation de la dialyse et de donner à ce moment-là plus de chances à ce qu'ils concrétisent un choix qu'ils auraient pu faire à la dialyse à domicile ou qu'ils auront le temps de faire à la dialyse à domicile. Donc, je pense que l'étape d'amont, celle dite de la pré-dialyse, celle du stade 4 et du stade 5, c'est très important qu'on puisse mieux l'accompagner. Et je reprends une des propositions qui a été faite parmi les intervenants par François, par Mtn Lemoine. Je pense que c'est important d'associer dans cette étape d'amont des patients qui connaissent la dialyse à domicile. La dialyse à domicile est globalement mal connue du grand public et mal connue des patients. Et quand les patients ont besoin d'informations, eh bien, ils se trouvent un petit peu confrontés à des difficultés justement pour les obtenir. Et d'être accompagnés dans le chemin par les associations de patients, comme on le fait dans les programmes d'éducation thérapeutique, je pense que c'est quelque chose d'utile. Alors, il y a une autre question qui porte sur la formation des professionnels de santé cette fois-ci, puisqu'elle a été aussi évoquée comme un frein. Est-ce que la dialyse à domicile est méconnue ou bien est-ce qu'il y a un problème de rémunération pour les praticiens? Je pense qu'il y a un petit peu de tous ces aspects. Le problème de la rémunération est complexe et on voit bien en analysant ce qui se passe dans les pays européens que le problème du tarif de la rémunération ne règle pas tout. Il y a quelque chose qui tient à la formation et à l'information des patients, à la formation des médecins et des néphrologues, à la formation du grand public aussi, au fait que assurer la dialyse à domicile, ce n'est pas une technique de moindre qualité parce qu'elle est moins chère. Je pense que c'est au contraire une technique de qualité de plus en plus sophistiquée et qui permet d'être bien accompagnée. Mais les freins, eh bien oui, on l'a dit, il y a aussi, ça a été relevé aussi par dans le chat, des problèmes qui tiennent à la logistique. Les patients qui vivent dans des conditions de logement qui sont trop précaires ne pourront pas faire de la dialyse de domicile. Les patients qui commencent en urgence ne peuvent pas non plus, enfin bien souvent n'ont pas d'accès à la dialyse à domicile. Donc le tarif ne règle pas tout, l'information ne règle pas tout. On a vraiment besoin d'une prise en charge globale de cette étape en amont de la prédialyse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions avant que nous passions à la conclusion ou est-ce que les orateurs présents souhaitent ajouter quelques mots? Oui, j'aurais souhaité ajouter une dimension qui est importante de prendre en compte aujourd'hui, c'est la dimension des conséquences environnementales des transports. C'est un sujet, comment dire, le changement climatique. Et donc, en transportant les patients vraiment pour 3 séances par semaine, ça influence finalement l'environnement. Et donc, la dialyse à domicile a aussi une dimension vertueuse à ce niveau qui pourrait être aussi soulignée et mise en avant. Il faut des voitures électriques pour transporter les patients, si on doit les transporter parce qu'ils ne peuvent pas être à domicile. Bien sûr. Alors,
il y a un dernier commentaire sur l'hémodialyse quotidienne à domicile, mais pour laquelle il n'existe pas de forfait de surveillance pour les néphrologues, pas plus que d'actes à la nomenclature pour l'assistance par des infirmières libérales à domicile, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays. Donc la présence d'un tiers est obligatoire pendant la séance. Donc encore un exemple que les changements sont lents à venir et qu'effectivement en France on a encore du travail à faire. Alors je propose qu'on clôture les questions. Il y a une question qui demande des précisions sur la table ronde évoquée, donc effectivement je vais en parler un petit peu. Donc comme vous l'avez vu et reçu, il y a un livre blanc qui a été développé par la SFNDT et afin de pouvoir concrétiser ces propositions, un manifeste a été développé. Donc c'est un document qui résume ces propositions et ces demandes. Et nous avons la chance de bénéficier du soutien d'un certain nombre de parlementaires sur ce manifeste, notamment M. Daudigny. Et notre projet est donc d'organiser à la rentrée, en amont du PLFSS notamment, mais aussi du projet de loi grand âge et autonomie, parce que c'est aussi un sujet, et on l'a évoqué, donc d'organiser une table ronde au sein du Parlement. Nous avons aussi le soutien, en plus du soutien de M. Daudigny, d'un certain nombre de parlementaires qui vont nous permettre d'organiser cet événement à l'automne, pour lequel vous recevrez tous une invitation à participer. On espère que cet événement pourra avoir lieu dans des conditions optimales, qui pourra avoir lieu tout court. Donc voilà, nous vous enverrons les informations à ce sujet et surtout, vous avez reçu un dossier de presse en amont de cette conférence de presse avec le manifeste, le livre blanc et aussi un microsite qui a été développé pour présenter le parcours des patients et pour mettre en image le contenu du livre blanc. Et donc voilà, toutes ces informations vous ont été envoyées dans le dossier de presse et seront aussi diffusées et communiquées tout au long de l'année et jusqu'à ce colloque qui aura lieu à l'automne, pour essayer de faire en sorte que les pistes qui ont été évoquées aujourd'hui se concrétisent et trouvent des réponses législatives, réglementaires et surtout puissent permettre de lever ces freins qui ont été évoqués. Peut-être que les orateurs souhaitent dire un dernier mot avant que nous terminions cette conférence. Mais moi, je vais dire que je sais qu'il y a des échéances là qui arrivent, législatives, et j'espère que ça va être l'occasion de faire bouger un petit peu les lignes pour que, en France, on rejoigne des pays vertueux sur le plan de la dialyse à domicile, de l'accès à la greffe, comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Je crois que notre système de santé est excellent, il l'a démontré, mais on peut encore faire mieux. Et je sens qu'on va faire mieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Est-ce que les autres représentants de la SFNDT ou M. Daudigny, vous souhaitez dire un mot pour conclure? Moi, vous remercier d'avoir participé à cette conférence de presse. J'avais l'objectif de vous permettre de développer à nouveau les argumentations, de faire connaître ce sujet. J'espère que cet échange aura y contribué. La rentrée va être très chargée en matière de santé. C'est l'ensemble de notre système de santé qui est aujourd'hui interrogé. Après les aspects financiers du Ségur, il y aura des aspects d'organisation. J'espère fortement que vous pourrez progresser dans le sens qui a été indiqué aujourd'hui. En tout cas, merci à l'ensemble des participants. Merci beaucoup. Nous allons diffuser à l'issue de cette conférence un communiqué de presse qui résumera les différents éléments qui ont été évoqués aujourd'hui et surtout, nous sommes à votre disposition pour poursuivre les échanges après
et pour voilà, répondre à vos questions éventuelles. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.